Merci beaucoup. Bonjour, donc vous devez vous demander ce qu'un psychiatre fait là, peut-être même ce qu'un CRM anorexie mentale fait dans Firando. Vous avez raison, l'anorexie mentale, c'est pas une maladie rare, c'est une maladie fréquente. Mais c'est une maladie fréquente chez les grands ados et les jeunes adultes, puisque classiquement, on avait un pic de prévalence entre 15 et 17 ans. Mais ces 20-30 dernières années, on observe une diminution de l'âge diagnostique avec la survenue d'épisodes d'anorexie mentale chez des enfants, des jeunes enfants entre 8 et 13 ans, ce qui a contribué à se poser la question finalement, est-ce que cette entité anorexie mentale à début précoce existe ou pas, ou est-ce qu'on est sur le début de la gaussienne et sur une forme précoce d'une maladie fréquente? Bah, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais on s'est dit que ça valait le coup de se poser la question et d'explorer ces patients. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore une grosse base de données sur le plan endocrinologique, mais on travaille avec nos collègues du service de Robert Debré et Laura Adjei, qui est là dans la salle. Et on espère constituer une cohorte plus importante pour présenter des résultats différents l'an prochain. Mais pour l'instant, on a travaillé sur des résultats d'imagerie cérébrale en se posant la question de est-ce qu'on a une signature au niveau cérébral anatomique chez ces patients qui seraient différentes des formes à début plus classiques à adolescents ou jeunes adultes. Donc pour cela, on a constitué une cohorte, je reviendrai sur nos échantillons après, mais avec trois objectifs. Premièrement, d'abord, comparer cette population de early onset anorexia nervosa, donc les formes à début précoce de moins de 13 ans, versus un groupe contrôle, et de regarder si les anomalies que l'on retrouvait étaient comparables ou pas à ce qui est déjà décrit dans des cohortes internationales du groupe Enigma, qui compare les IRM structurels chez les adolescents versus contrôle, donc des formes plus classiques. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que finalement, ce qu'on observe, c'est juste lié à l'effet du BMI, parce qu'on a une dénutrition et donc des anomalies structurelles liées à la dénutrition. Donc, on a séparé notre échantillon entre les formes dénutries de façon aiguë, donc en début d'hospitalisation, et les formes partiellement renutries, donc c'est pas du longitudinal. On a séparé nos populations, ceux qui étaient hospitalisés depuis moins de 15 jours, donc qui étaient encore extrêmement dénutris, et ceux qui étaient hospitalisés depuis plus de 15 jours et qui avaient déjà repris une partie du poids. Et on a utilisé un troisième groupe de patients contrôle. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette entité, on parle d'ARFID. C'est des patients avec un trouble alimentaire pédiatrique, mais qui a une composante motrice de la restriction alimentaire qui est plutôt psychocomportementale. Ils ne sont pas tous dénutris, mais une partie de ces enfants est dénutrie. Donc, c'est ces patients que l'on a utilisés comme groupe contrôle. Ça, c'est pour notre objectif 2. Et donc, on a comparé les signatures cérébrales des patients dénutris versus patients partiellement renutris versus ARFID avec un niveau de dénutrition comparable. Donc, des patients qui n'ont pas de cognition anorexique, mais qui ont quand même un IMcéphale. Et ensuite, dernière chose, on a essayé de se dire, bah, dans une approche un peu plus transdiagnostique, de comparer les signatures cérébrales de nos patients anorexiques avec les signatures cérébrales d'autres pathologies psychiatriques rapportées dans des cohortes internationales et de regarder si la corrélation au niveau des signatures cérébrales corrèle avec les corrélations au niveau génétique qu'on retrouve dans les JWAS. Donc voilà un petit peu pour la description du papier et je vais vous montrer les résultats un par un. Donc, ce qu'on a fait très classiquement, on a pris des IRM en T1, on les a segmentés avec des atlas de structure cérébrale et on a extrait des métriques d'épaisseur corticale, de surface et de volume pour les différentes régions cérébrales, ce qui nous a permis de comparer nos données. On a un échantillon de quasiment 100 patients anorexiques, à peu près la moitié dénutris de façon sévère, l'autre moitié partiellement renutrie. Donc, on a des IMC, c'est ce qui est intéressant ici, pour les patients en début d'hospitalisation, des IMC inférieurs au premier percentile. Partiellement renutris, ils ont des IMC quasiment autour du 20e percentile. Et des patients ARFID qui sont un peu entre les deux, avec des IMC qui s'étendent de moins 1 à 60. On verra la distribution tout à l'heure. Et des profils psychométriques comparables. On a quelque part ici un indice de raisonnement perceptif, donc il y a une échelle d'intelligence et qui montre des résultats autour de 100 qui est la moyenne, donc des populations qui sont assez homogènes. Donc, au niveau de l'objectif 1, c'était comparer les signatures cérébrales entre les patients dénutris, enfin entre l'ensemble de notre population et des témoins, et voir si ça corrélait avec ce qui était retrouvé chez les populations adolescentes.
Alors, de façon assez classique à ce qu'on retrouve chez les ados, on a une diminution de l'épaisseur corticale et une augmentation des structures ventriculaires. Et finalement, c'est assez comparable à ce qui est retrouvé chez les ados, avec un coefficient de corrélation, je ne l'ai pas réécrit ici, mais qui était autour de 0,80, ce qui est assez élevé. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec les études d'imagerie. En psychiatrie, on réplique rarement des choses. Donc, on était assez content de répliquer finalement une signature cérébrale, ce qui montre quand même dans cette population à début précoce une certaine consistance avec les anomalies retrouvées chez l'adolescent. Maintenant, qu'est-ce qui est spécifique qu'est-ce qui est plus spécifique de notre population? On avait fait l'hypothèse initialement que ce seraient des régions plutôt frontales qui seraient impactées par la dénutrition, puisque chez des très jeunes ados ou grands enfants, entre 8 et 13 ans, c'est des structures qui sont encore en cours de maturation cérébrale. Et finalement, ben, c'est le contraire. On a retrouvé plutôt des atteintes, comme chez l'adolescent, de structures qui sont plutôt pariétales ou occipitales, donc finalement des structures qui sont métaboliquement actives et qui sont plus impactées par la perte de poids. Ensuite, on a comparé les patients aigus versus partiellement renutris versus ARFID. Et là, on a effectivement un gradient de reprise d'épaisseur corticale entre les patients aigus versus partiellement renutris. Mais par contre, de façon un petit peu surprenante, les patients ARFID ne présentaient pas d'altération ni au niveau des épaisseurs corticales, ni des volumes, ni des volumes de liquide céphalorachidien. Ce qu'on observe ici pour deux régions cérébrales que l'on a un peu mis en lumière, on voit ici, donc on a ici le Z-score de BMI et ici l'épaisseur corticale. Et on voit que chez les patients anorexiques, c'est la courbe ici, bah, quand le BMI augmente, l'épaisseur corticale augmente de façon significative. Alors que chez les patients ARFID, la droite, même si elle n'est pas parfaitement parallèle, n'était pas significative. Donc finalement, on n'a pas de corrélation entre la profondeur du BMI chez les patients ARFID et le niveau d'épaisseur corticale. Je n'ai pas de réponse absolue, mais peut-être une hypothèse, c'est que ces patients ARFID, souvent, c'est des enfants qui sont dénutris de façon plus chronique, puisque ce sont des patients qui sont petits mangeurs depuis l'enfance et qui ont donc une tolérance à des faibles IMC qu'on retrouve d'ailleurs en clinique. C'est des patients qui, avec le même niveau d'IMC que les anorexiques, n'ont pas de bradycardie, n'ont pas de ralentissement psychomoteur. Et donc, au niveau cérébral, on ne retrouve pas finalement de particularité chez ces patients. Par contre, dans notre population de patients anorexiques, on a bien une restauration partielle de certaines structures liées à la reprise de poids. Donc, dernier objectif de cette étude, c'était de pouvoir quantifier donc, la similarité de signature cérébrale entre notre population d'anorexie mentale et d'autres pathologies psychiatriques, et ensuite de voir si la corrélation des signatures cérébrales entre ces pathologies était similaire aux corrélations génétiques. Donc déjà, c'est intéressant, on se rend compte que dans l'anorexie mentale, par rapport que ce soit au TDAH, à la dépression, à l'autisme, aux troubles obsessionnels compulsifs, aux troubles bipolaires et à la schizophrénie, finalement, c'est la pathologie qui a la plus large distribution en termes de taille d'effet. Et on voit que dans les autres pathologies, on est assez proche finalement de zéro, alors que dans l'anorexie mentale, on a des tailles d'effet plus importantes. Si on regarde maintenant en termes de corrélation de signature cérébrale, ça veut dire qu'on a pris les épaisseurs corticales chez nos patients dans différentes régions et qu'on a comparé avec des bases de données chez les patients schizophrènes, etc., etc. On se rend compte qu'on a une corrélation importante et significative avec les TOC, la schizophrénie, la bipolarité, et une corrélation négative avec le TDAH. Alors avec le TOC, c'est intéressant, finalement, ça a mis des choses qu'on connaît en clinique. Il y a une association clinique entre l'anorexie mentale et les TOC. Je ne l'ai pas rapporté ici, mais on a aussi fait l'analyse par rapport à des signatures cérébrales de patients obèses et on avait 20% de corrélation et c'était significatif. On a ensuite reporté sur une droite, ici les signatures cérébrales, ici les signatures génétiques. Et on voit qu'on a une certaine corrélation avec le score de signature cérébrale et le score de signature génétique. Par exemple, pour le TOC, ben, on est quasiment à 50% de similarité. Et donc, comme ça, on a une droite de corrélation. Pourquoi c'est un résultat intéressant? Bah, finalement, ça renverse un petit peu les paradigmes qu'on avait en psychiatrie, de se dire on part d'entités diagnostiques et avec une approche top-down où on caractérise un trouble et on vient identifier des mécanismes particuliers. Maintenant, on est plus dans une approche bottom-up où on se dit bah, on a une approche un petit peu pléiotrope de signatures génétiques qui viennent altérer des voies
transcriptomiques et au niveau de la connectivité cérébrale, qui vont altérer certaines fonctions qui vont être présentes, comme ces altérations vont être présentes dans différentes pathologies, avec bien sûr l'environnement qui intervient. Donc, c'est un début de réflexion, finalement, qui n'apporte pas toutes les réponses, mais on se dit qu'il fallait bien commencer quelque part pour commencer à caractériser cette population, avec l'idée de pouvoir aller un peu plus loin. On a soumis une grante aux États-Unis pour pouvoir explorer sur d'autres modalités au niveau cérébral, et puis d'identifier des trajectoires de résilience ou de rechute chez nos patients et pouvoir intégrer à terme des marqueurs peut-être plus métaboliques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.